on parle intelligence artificielle, enfin du coup intelligence, on se dit finalement la créativité dans nos métiers, on la place où? Est-ce que c'est une créativité de création de prompts? Est-ce que c'est la base de données d'une agence, effectivement, où tout d'un coup il y aurait un caractère particulier qui ressort, ou au contraire, au final, ou est-ce que c'est un appauvrissement de cette créativité, parce qu'on dira à ChatGPT ou à un logiciel que tu veux, tiens, dans un carré de 5 par 10, mets-moi un 2 pièces, un 3 pièces, avec ou sans terrasse, et on aura tout le temps le même plan. Et où est-ce qu'on met le côté un peu personnel, finalement, de cette créativité? Que j'ai eu à une conférence que j'ai donnée en novembre dernier pour l'association des concepteurs éclairagistes, donc ACE. Il m'avait invité donc dans la ville de Toulouse, que je connaissais pas. C'est vraiment une ville très jolie, et dans cette association j'ai découvert le monde des éclairagistes, qui est également passionnant. Donc c'était une journée de conférence, il y avait pas mal de sujets sur l'image, et moi notamment je présentais la partie sur comment se former avec l'IA. Quels sont les principaux cas d'usage de l'IA pour l'architecture et la construction, et finalement quels sont les changements, les impacts sur la profession, ce qui explique ce type de questions, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'architectes qui ont un petit peu peur de l'IA, qui voient l'IA plutôt comme quelque chose de négatif plutôt que comme un outil créatif. Donc j'ai essayé de donner mon point de vue là-dessus, que tu connais certainement si tu es abonné à cette chaîne. Voilà, donc sans plus attendre, je te laisse avec la vidéo. Si tu as un commentaire, n'hésite pas pour qu'on continue la discussion, et je laisserai donc un lien vers l'intégralité de cette conférence qui est disponible sur le site de ACE dans la description. Nous avons avec nous Sébastien Lucas, qui est architecte, qui a fondé... Attends, où est mon machin? Attends, tu as le micro? Il faut que tu aies un micro, là. Il est là, le micro. Bon. Donc moi, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Future Architecture. Future voilà. Architecture, vous pouvez le trouver à futurearchi.co ou sur YouTube aussi. Et spécialisé dans l'IA pour l'architecture en général, mais avec un focus sur les architectes, parce que je suis architecte de formation, donc je maîtrise mieux leur cas d'usage. Alors ma première question, toute bête, c'était comment devenir formateur en IA? Comment est-ce que ça s'est développé? Dans mon cas, c'est un peu personnel. En fait, moi, donc, je suis architecte de formation, d'ailleurs. Je passe... Oh, c'est vrai qu'on le voit pas. Quoi? Non, mais il y a des points sur le côté. En fait, moi, j'ai un parcours un peu multicasquette. À la base, je suis architecte. Donc, j'ai passé mon diplôme dans les années 2002 à peu près. Et après, j'ai travaillé quelques années en architecture, dans le paysage, etc. Mais j'étais toujours un peu geek, un peu le geek de l'agence. Et du coup, je m'intéressais à l'informatique. Et j'avais un projet de publier des ressources pour les architectes. À l'époque, ça s'appelait Archiref. Et l'idée, c'était de mettre en ligne plein de références d'images d'architecture, etc. en ligne. Donc, j'ai eu pas mal de projets web comme ça. Je suis devenu développeur web. Et donc, quand ChatGPT est arrivé sur le marché, j'étais pas forcément super à la pointe sur ces sujets-là. Mais ça faisait quelques années quand même que j'avais envie de m'y mettre sur l'IA. Et du coup, je trouvais que la liaison entre les deux, le fait de parler d'architecture, mais de voir l'application de l'IA dans le domaine, elle était super intéressante. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur YouTube qui ont bien marché, donc ça a un peu confirmé mon intuition. Et donc, ça fait 1 an à peu près que je m'intéresse au sujet plus particulièrement, et même à temps plein. Donc, essentiellement pour faire des formations. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est nouveau, donc ça évolue en permanence, et les gens à qui je parle sont pas forcément, ils connaissent pas le sujet, ils en ont parfois un peu peur, et donc il y a tous cette question d'évangélisation, de montrer que c'est possible d'utiliser, etc. Évangélisation, le mot est... C'est un mot qu'on utilise dans les startups. Désolé, j'ai un petit biais. Oui, mais justement, il est bien costaud. Donc dans cette présentation, en fait, je vais vous montrer rapidement en fait comment. Elle n'est pas forcément. La mise en page n'est pas excellente. Il faudrait mettre en plein écran. Ouais, c'est mieux. Donc j'imagine parmi vous déjà combien ont commencé à utiliser l'IA, que ce soit ChatGPT, Midjourney, n'importe quelle IA finalement, si vous pouvez lever la main. D'accord, vous l'avez déjà fait, ok. Donc il y a une petite moitié, il y a une moitié je pense à peu près, une grosse moitié, ouais, d'accord.
Et donc c'est quelque chose qui l'utilise, je ne sais pas si vous avez fait cette question, mais juste tous les jours, quoi, au quotidien. On leur a fait la même. D'accord. Bon, bah comme ça j'ai une. Donc beaucoup moins. Donc j'imagine que du coup vous avez testé les outils, mais vous les avez pas encore peut-être mis en pratique de manière courante, on va dire. Donc dans ma présentation, je vais essayer de vous donner des pistes pour commencer. Déjà, essayer d'être un peu clair sur qu'est-ce qu'on attend de l'IA. Donc pour moi, il y a 4 grands points. Donc un point qui est un peu évident pour beaucoup de gens, c'est gagner du temps. Donc ça, c'est un peu... faut se méfier un petit peu, quoi. Au tout début du développement de l'IA, on voyait sur LinkedIn des posts qui disaient « je vais décupler ma productivité, etc. » Après, dans les faits, c'est pas toujours le cas, mais dans certains cas d'usage, ça peut être vraiment le cas. Moi, personnellement, alors c'est un cas qui va pas forcément vous parler, mais vu que je fais du développement informatique en même temps que ce travail de formation, j'ai vraiment multiplié par 5 ma productivité. Je peux faire en 1 heure ce que je faisais en une demi-journée ou en une journée. Mais c'est un métier qui est très porté sur le texte, en fait. Plus on va être à base de texte, plus ça va être facile d'augmenter sa productivité. Deuxième chose, c'est productivité. Augmenter sa productivité, c'est pas un concours de performance. L'idée, c'est plus d'essayer de trouver des tâches qu'on n'aime pas faire, celles qu'on donnerait peut-être à un stagiaire, même si c'est très intéressant pour les stagiaires pour apprendre le métier, mais ça peut être des tâches un peu ennuyeuses ou en tout cas répétitives. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'automatiser ces tâches pour avoir plus de marge. Dans nos métiers de l'architecture, de la conception, de la construction, un élément constant, que ce soit les architectes, les promoteurs, les constructeurs, c'est que la marge opérationnelle, c'est-à-dire le bénéfice qu'on fait sur notre travail, est faible. Et du coup, ça veut dire qu'on a peu de capacité d'investissement, notamment dans l'innovation. Et du coup, on se retrouve dans un cycle où on n'a pas le temps pour se former, pas le temps pour innover. Et du coup, on n'est pas plus rapide, on est toujours au même niveau de performance, etc. Alors que si on a plus de marge opérationnelle, déjà, on peut développer sa créativité, parce que la créativité, c'est aussi quelque chose qui a besoin de temps. On ne peut pas être créatif si on est charrette tout le temps. Et voilà. Et enfin, c'est augmenter la qualité du travail final pour le client. Je pense que l'IA permet d'avoir, bien utilisé évidemment, un travail final, un projet d'éclairage, un projet d'architecture qui est de meilleure qualité. Il y a peut-être aussi la question de la gestion de la boîte, non? Aussi. Est-ce que ça aide pour gérer sa boîte? Oui, la gestion administrative, des choses comme ça. Oui. Oui, ça aide, mais là, je dirais que la gestion administrative, ça rentre dans la catégorie des tâches qu'on n'aime pas faire. D'accord, ok. Et effectivement, oui, si on peut déléguer ces tâches-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Voilà. Après, il ne faut pas voir l'IA comme un remplaçant de tout et se dire « Ah, ok, mais je viens de faire une formation BIM, je viens de faire une formation, je ne sais pas quel type de formation vous faites, ça ne sert plus à rien. » Ça, je pense que c'est faux. L'IA vient se greffer sur des choses qui existent déjà. D'ailleurs, les LLM, ChatGPT, tout ça, ils sont entraînés avec les données de ce qui existe déjà, donc ils ne réinventent pas la roue, en fait. Et donc, ça va juste donner plus d'efficacité à ce qu'on fait déjà. Et aussi, par exemple, la gestion de projet. Si on a une gestion de projet chaotique, si par exemple, on n'est pas du tout agile dans notre manière de fonctionner, qu'on travaille dans notre coin sans faire appel, par exemple, à l'architecte, aux ingénieurs, pour se coordonner, du coup, le résultat il va être mauvais dans tous les cas, qu'on utilise l'IA ou pas. Il y a également l'automatisation des tâches. Ça, c'est un sujet qui n'est pas très connu en architecture et en construction. Il y a des outils qui permettent d'automatiser des choses. Par exemple, si je reçois un email de telle personne, alors automatiquement, par exemple, je vais télécharger pièce jointe, je vais créer un événement dans mon calendrier, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'automatisation, et il y a des outils qui permettent de le faire simplement. Mais il n'y a pas besoin d'IA, c'est pas intelligent, c'est juste déterministe, c'est des règles en fait, si on fait comme ça, etc. Donc déjà, il y a tout ça qui peut être mis en place sans l'IA, et l'IA va donner encore plus de marge. Par exemple, pouvoir trier automatiquement les mails, ça vient s'appuyer sur de l'automatisation. À chaque fois qu'il y a un mail, je fais une action. Par contre, il y a de l'intelligence, c'est comprendre le mail, déterminer une liste de tâches, etc. Voilà. Et après, pour finir, il y a la structuration des données. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez important, c'est que souvent, je me rends compte dans les formations que très vite, on vient au fait de, pour que l'IA soit intéressante, il faut que je lui partage mes données, c'est-à-dire mes données projets, mes données d'agence. Et pour le faire, on a besoin d'avoir une structure de données qui soit assez propre et où on puisse lui partager des données à jour, par exemple.
Par exemple, si je dois lui partager, je sais pas, le profil de tous mes projets de l'agence, j'ai besoin d'avoir une sorte de base de données de mes projets à jour avec des informations dessus pour qu'il puisse récupérer ces informations pour, par exemple, faire des comptes rendus qui ont du sens, etc. Donc ça, c'est tout un sujet. Donc comment commencer avec l'IA? Peut-être on peut redresser le tableau. Ouais. Donc je pense que la première chose, c'est de faire une veille. Donc cette conférence, cette journée d'introduction à l'IA, c'est une bonne chose. Mais toute l'année, sur LinkedIn, sur YouTube, il y a pas mal d'informations. Beaucoup en anglais, c'est vrai. Côté français, je me sens un peu seul, mais j'ai pas tant de concurrence que ça. Mais il pourrait y avoir plus de personnes qui parlent de l'IA. Mais côté anglophone, il y a quand même beaucoup de choses, notamment sur l'image. Donc je vous invite à vous abonner à des créateurs, des influenceurs sur ce thème. Moi, j'ai beaucoup appris de vidéos YouTube. Alors, il y en a qui sont plus d'introduction, notamment liées à l'architecture, la construction, etc. Et d'autres beaucoup plus techniques, voilà. Mais on peut apprendre vraiment beaucoup de choses. Et donc, se tenir au courant des nouveaux outils. Et c'est là que c'est un peu un défi parce qu'il y a beaucoup d'outils. Il y a une sorte d'explosion. On parlait de la bulle de l'IA tout à l'heure. Et effectivement, c'est une sorte de bulle. Tout le monde veut se positionner. Et c'est relativement simple de faire un logiciel qui est basé sur l'IA. En fait, ces logiciels, ils ne créent pas leur propre IA. Ils viennent se connecter à des IA comme ChatGPT ou autres pour faire des fonctionnalités métiers. Et du coup, on se retrouve un peu perdu dans cette forêt de logiciels. Donc moi, j'ai cherché à défricher ça. Donc, si vous voulez des liens, j'en partagerai à la fin quand on passera aux questions. Mais là, c'est une ressource que je donne gratuitement. C'est la liste des logiciels que je recommande, qui est évolutif. Je pense arriver vers 100 logiciels, mais j'y vais progressivement parce que je veux les tester. Et après, il ne faut pas dire que ces 100 logiciels, tout le monde est concerné, en fait. Il y a une partie, par exemple, sur, je ne sais pas, la modélisation BIM. Peut-être vous ne faites pas BIM. Voilà, ça fait ça de moins. Sur les ChatGPT équivalents, j'en ai pris 4 ou 5. Voilà, on peut très bien ne connaître que ChatGPT. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup Claude aussi, qui est vraiment bon. Donc, je vous invite aussi à regarder. Mais voilà, on n'est pas obligé de regarder tout d'un coup. Et après, il faut tester. Il faut tester. Moi personnellement, j'ai beaucoup appris en testant dans au moins 3 domaines. Mon domaine qui est devenu... mon domaine principal qui est le développement informatique, après mon domaine où je me suis formé, qui est mon domaine un peu d'affection, qui est l'architecture, et enfin pour des sujets personnels. Par exemple, là sur Toulouse, demain je vais faire une petite visite de la ville, et donc je sais que j'ai de 2h à 16h30 pour le faire. Non, de 10h à 16h30, et du coup j'ai demandé un petit parcours customisé à partir de mon hôtel à ChatGPT, et on peut lui indiquer des variantes. Par exemple, je ne suis pas intéressé par les musées, etc. Donc ça, par exemple, c'est très utile. Un autre cas d'usage, si vous êtes très cuisine, souvent, ça m'arrive de vouloir faire un plat, mais de ne pas avoir les ingrédients. Et en général, on ne trouve pas forcément la recette sans telle chose. Et du coup, on peut adapter les recettes ou les mélanger avec ChatGPT. C'est assez pratique. Il faut quand même faire attention, parce que j'ai trouvé une recette de pizza où pour faire tenir les éléments ensemble, il fallait mettre de la colle. Ah. Ça peut arriver, mais en général, il est bon, et même ça avait du goût, ce qu'il me demandait. C'était pas... Ouais. Donc, je vous encourage à tester, sachant que la version gratuite, elle permet quand même de faire beaucoup de choses. Et c'est comme ça, en fait, avec les enfants aussi, ça marche très bien. Ils aiment bien ce côté un peu mystérieux de l'IA. Et en fait, comme ça, on découvre finalement les limites de ce que peut faire le modèle actuel. Et du coup, on peut l'appliquer plus facilement dans notre domaine sans que ça soit quelque chose disons, d'ennuyeux ou qu'on apprend. Voilà, maintenant, je me mets à ChatGPT. Après, donc, pour l'appliquer vraiment dans votre domaine d'activité, je pense une bonne chose à faire, c'est déjà de lister un petit peu les différentes tâches que vous faites. Donc, par exemple, je ne sais pas, répondre à des appels d'offres, c'est une tâche. Créer un plan lumière, c'est une tâche. Faire des comptes rendus de chantier, c'est une tâche. Et dans ces tâches-là, peut-être essayer d'identifier les sous-tâches qui sont longues et qui ne demandent pas beaucoup d'intelligence. Typiquement, si j'assiste à une réunion de chantier pendant 3 heures, je vais participer à la réunion. Là, je vais vraiment utiliser mon côté de synthèse. On est très bon pour faire des synthèses, pour échanger avec les autres. Ça, c'est notre côté humain. Mais après, de faire le compte-rendu bien propre pour envoyer à tout le monde, c'est pas vraiment là où on est le plus... on peut le faire, mais c'est pas très intéressant d'utiliser notre intelligence pour ça.
Et si ChatGPT peut nous permettre de faire ça mieux, plus efficacement à la sortie de la réunion, sans avoir à repasser 3 heures à faire le compte-rendu, ça peut être pas mal. Donc, du coup, je vous invite à essayer d'identifier ces tâches-là. Peut-être, moi, je fais souvent des réunions, je travaille seul pour l'instant, mais du coup, je fais des sortes de petits brainstorming avec des post-it, tout ça, et c'est assez efficace d'identifier comme ça des points. Et après, il ne faut pas hésiter à tester, même pas forcément en se disant, voilà, c'est mon, maintenant je vais utiliser une IA pour faire ça. J'ai échangé par exemple avec une agence qui est un peu en pointe là-dessus, qui s'appelle A26, donc une grosse agence d'architecture. Et en gros, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils ont un budget logiciel pour l'IA qui est, je sais pas exactement, mais ils ont un budget pour une dizaine d'abonnements de logiciels IA. Et ils les changent régulièrement, donc ils ont un peu les logiciels qu'ils aiment bien. Et ils les testent aussi. Ils ont, en fait, ils ont des batteries de tests, par exemple, tel prompt, est-ce que Claude il est mieux que ChatGPT, etc. Donc voilà, ils sont un peu dans une logique exploratoire. Et ça veut dire que, en gros, s'il y a une annonce qui passe sur LinkedIn, moi je vous invite à quelque chose qui vous intéresse et quelqu'un dit ah c'est génial avec l'IA on peut faire ça, bah, faites un petit test rapide juste pour vérifier ce qu'il dit. Et du coup vous allez voir déjà si c'est pas un peu surexagéré. Moi ça m'est souvent arrivé de voir des annonces où ils prenaient le cas qui marchait bien et après dès qu'on tournait autour, bah, ça marchait beaucoup moins bien. Et voilà, au moins ça vous permet de voir un peu les limites de... Mais est-ce que toutes ces phases de test, d'expérimentation et tout ça, qu'il faut sans arrêt faire, est-ce que c'est pas extrêmement chronophage ? Bah, disons que oui, ça prend un peu de temps, mais à la fois, est-ce que dans votre... On peut s'en passer, peut-être pas. Hein. Bah, vous pouvez vous en passer, donc via mes formations, le but c'est d'essayer de vous aiguiller vers ce qui marche le mieux, mais après on peut pas tout expliquer non plus, parce que c'est un peu une sorte de manière de parler aux IA qu'il faut apprendre. Et donc, vous pouvez pas vous passer non plus de votre expérience personnelle avec vos cas d'usage personnel. Voilà, parce que c'est vrai que ça paraît... Ce qui est un peu déstabilisant avec les ChatGPT et les IA, et on se dit, bon, il y a un champ, et là, je peux dire ce que je veux. Mais en fait, finalement, alors que les logiciels auxquels on est habitué, c'est plein de boutons partout, et il faut suivre un manuel et une formation pendant 4 jours, et à la fin, on connaît quoi faire. Tandis que là, on sait que tout est possible, mais on ne sait pas comment lui parler. C'est comme quelqu'un un étranger qu'on aborde et on ne sait pas dans quelle langue il parle, qu'est-ce qu'il va nous répondre, etc. Donc il n'y a qu'en testant qu'on peut finalement voir ce qui marche pour nous et ce qui ne marche pas pour nous, en fait. Par exemple, moi, il y a un cas d'usage qui ne marche pas. Enfin, j'ai essayé de le retester ce matin, c'est écrire un post LinkedIn en dictant, en fait. En dictant, en fait. Voilà, j'étais en marchant jusqu'ici, je me suis dit, bon, je vais faire un petit post LinkedIn. Mais je ne suis pas encore satisfait du résultat et je trouve que je lui donne trop d'instructions, quoi. Je lui dis, bah, change ça. J'ai dû lui demander 4 instructions pour arriver à quelque chose d'à peu près correct. Et après, Mais j'étais en marchant, c'est-à-dire que je n'aurais pas pu l'écrire à la main non plus. Donc, donc au final, je pense qu'il faut aussi accepter au final d'avoir des trucs un petit peu moins bons au début. Quitte à être plus régulier, notamment dans la communication. Souvent, on a le problème d'avoir assez de temps pour le faire et du coup, il y a le choix, est-ce que je publie moins mais mieux ou plus mais moins bien. Et je pense qu'au début, il faut accepter d'avoir pas exactement le même résultat qu'on veut, que ce soit pour le texte, pour l'image, pour justement tester comment arriver un petit peu comme un jeu à notre résultat. Donc là, je vais vous montrer 5 cas d'usage que j'ai extraits un petit peu, bon, qui ne sont pas du tout exhaustifs, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec les IA. Alors, 2 grands types d'IA, les IA pour le texte et les IA pour l'image. Donc là, les réponses aux appels d'offres, je ne sais pas parmi vous, combien de personnes répondent à des appels d'offres publics Beaucoup. D'accord. Et moi, j'ai identifié le problème, vous pouvez me dire si je me trompe, mais que les appels d'offres publics, bah, il faut déjà identifier le bon appel d'offres, c'est-à-dire lire beaucoup de dossiers très longs où finalement on a besoin d'informations très ponctuelles, quoi. Par exemple, c'est quoi la date de rendu, il demande quelles compétences, voilà, des choses comme ça. Et donc du coup, on est obligé de fouiller dans les documents. Donc ça, les IA comme ChatGPT, ils peuvent le faire très bien. Et ça marche plutôt bien. Il faut lui donner une liste de ce qu'on cherche et il va nous rechercher, il va nous faire une petite synthèse de ce qu'il cherche. Donc ça, c'est un premier cas d'usage.
Et après, pour générer l'appel d'offres, il y a souvent des notices qui sont un peu qui sont adaptées au projet, mais à la fois un petit peu pareil dans tous les appels d'offres. Et il y a un peu de blabla, il faut bien le reconnaître. Et on doit citer aussi des références qu'on a fait. Donc c'est un peu plus complexe de le faire, mais disons qu'il faut lui partager les références qu'on a fait, il faut lui partager un petit peu le style d'article qu'on veut faire. Et on peut se créer un petit assistant qui est spécialisé là-dedans de rédiger des notices d'appel d'offres. Voilà. Ça, c'est D'ailleurs, il y a une plateforme avec qui je suis en contact qui développe un produit pour le faire simplement, qui fait que ça, répondre aux appels d'offres et générer des textes avec l'IA. Je vais bientôt l'intégrer peut-être. Alors tout le monde va faire les mêmes réponses aux appels d'offres? Non, pour moi, non. C'est-à-dire que si on lui dit j'ai un appel d'offres, je suis éclairagiste et faut faire ça, fais-moi une réponse, oui. Mais si on lui dit, on lui donne toute l'info sur son agence, sur quelles sont ses particularités, sur peut-être des infos à la main qu'on dit, c'est-à-dire on peut aussi dicter à ChatGPT quelques éléments qu'on a retenus de l'appel d'offres et qu'on veut qu'ils soient présents dans la description. Et lui, il se charge de mettre les formes, quoi. C'est-à-dire si on le laisse faire, effectivement, voilà, tout le monde. Et en plus, l'IA est aléatoire par définition. Donc même avec le même prompt, on aura toujours un résultat un petit peu différent. Donc on aura quand même des distinctions liées à ça. Et ça n'empêche pas évidemment la relecture. Hein. Ah, ça n'empêche pas. C'est ce qu'on a compris tout à l'heure, que l'humain au final est quand même clé. Oui, et après, la difficulté, c'est plus le ChatGPT, par exemple, ou les LLM, donc qui sont les IA similaires à ChatGPT, génèrent des textes longs, plus c'est dur de relire. Donc il faut plutôt avoir un fonctionnement par petits bouts, quoi. Dire là, je vais faire tel chapitre, là, et essayer de lui donner des éléments de base qui viennent de nous. Alors du coup, ça vient un peu avec ce cas d'usage où le compte-rendu de réunion. Donc le compte-rendu de réunion, c'est typiquement la chose que personne ne veut faire, mais pourtant qui est utile parce que ça peut servir notamment pour en cas de litige, des choses comme ça, ou pour savoir ce qui s'est passé tout simplement. Et donc là, il y a plusieurs moyens. Il y a des logiciels spécialisés qui se connectent sur notre logiciel de visio, donc Meet ou Google Teams, etc., et qui viennent enregistrer le transcript et l'interpréter. Personnellement, je n'ai pas encore testé à fond ce sujet-là. Je sais qu'il y a des fois des sujets, notamment de reconnaissance des personnes, de morceaux de la réunion finalement qui n'étaient pas importantes et qui se retrouvent au compte-rendu, des choses comme ça. Après, il y a une autre méthode. Je sais que je sais pas, vous prenez les notes comment dans les réunions? C'est plutôt sur ordi, à la main? D'accord. Donc, d'accord. Ok, donc déjà vous êtes passé à ça. Et ça marche bien? Ok. On n'a pas entendu, c'est de redire. Avec quel logiciel du coup Non. C'est un logiciel justement d'IA qui est connecté à la réunion et qui écoute ce que les gens disent et du coup elle s'en souvient plus mais et le nom elle va le chercher. Donc ça c'est une technique. Après une autre technique c'est pour les notes manuscrites, c'est de prendre une photo de ces notes manuscrites et du coup de le mettre dans ChatGPT et lui demander déjà de le transcrire, c'est-à-dire de récupérer le texte et après de faire un compte rendu de réunion d'après ça. Et enfin, une autre méthode moi, que j'aime bien, c'est l'audio, parce que c'est quand même très efficace l'audio. Parce qu'en fait, on a cette... si on fait de l'audio, ça veut dire qu'on va le faire après la réunion, juste après. Donc on aura les infos fraîches, mais à la fois, on aura fait une sorte de synthèse dans le temps, juste de sortir, et qui nous permettra de garder que les points importants. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que ce qui va être... un peu compliqué dans l'IA, c'est qu'elle va chercher à enrober un petit peu les choses, alors que nous, on veut à la limite un truc un peu brut, mais au moins avec l'effet, en fait. Voilà, donc ça, c'est encore une autre technique. Et pour avoir une mise en forme qui convient, moi, je conseille aussi d'avoir un modèle de référence de compte-rendu de réunion qu'on aurait fait à la main, mais éventuellement de séparer la partie liste de points de tout le reste, c'est-à-dire nom du projet, liste des intervenants, qui peut un peu le confondre en fait. Moi je dirais que toute cette partie-là, autant la garder à la main, ça fonctionne bien, enfin dans un document Word, et après de remplacer juste la partie centrale, la liste des points. Quoi. C'est quoi? Lixit? Lixi, d'accord, ok. Sinon moi je connaissais Otter, otter.ai, c'est O-T-T-E-R. Et c'est un logiciel payant, Lixi ou... Oui.
Mais oui, je pense que ça marche bien aussi ça. Après, moi, les échos qu'on m'a dit sur les logiciels qui se connectent à la visio, c'est que ça peut être un peu... Tout le monde ne peut pas accepter d'être enregistré. Oui, mais c'est-à-dire ça peut gêner certaines personnes. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as eu... Ouais, vas-y. Ok, oui, on utilise l'IXI, mais uniquement dans l'entreprise, c'est-à-dire avec des salariés qui ont accepté d'être filmés, enregistrés, parce qu'effectivement, on a la contrainte RGPD de capture de données biométriques, puisque c'est de l'image et c'est de la voix, la reconnaissance vocale. Donc on l'a accepté. Et effectivement, quand on a une réunion avec quelqu'un d'extérieur, comme par exemple un enseignant qui souhaite rejoindre l'école, on n'utilise pas l'IXI. Très bien, merci pour ce témoignage d'utilisation. C'est toujours utile de voir comment les gens utilisent vraiment les logiciels. Donc voilà, ça c'est pour les comptes rendus de réunion. Peut-être tu peux remonter un peu. Alors là, j'ai mis recherche de matériaux parce que bon, voilà, c'était le cas de recherche que je voyais le plus spécifique à l'architecture, mais je pense que ça vaut pour toute la recherche. En fait, il y a une semaine seulement, il y a ChatGPT qui a sorti le module ChatGPT Search, qui est un petit peu une manière de concurrencer plus frontalement Google, et un autre outil qui s'appelle Perplexity, spécialisé dans la recherche basée sur l'IA. Et en fait, comment ça marche ce type d'outil? C'est qu'il faut bien distinguer l'IA, ce qu'elle connaît par son entraînement, donc on va dire sa base de connaissances, c'est-à-dire qu'elle a lu tout le web et du coup elle peut recracher des mots qui ressemblent à ce qu'elle a lu. Et à la fois, elle peut faire comme nous, c'est-à-dire se connecter à un moteur de recherche, aller du coup lister une dizaine de sites, après lire le contenu des sites et nous faire une synthèse de ça. Et l'avantage de cette approche, c'est qu'au moins, c'est des données qui sont vérifiées dans le sens où c'est quand même les meilleurs sites rankés par un moteur de recherche. Donc en tant qu'humain, on n'irait pas à la 20e position, on irait peut-être le premier ou le deuxième maximum. Lui, il va en faire plus que nous. Et il va nous faire une synthèse et il va pouvoir aussi adapter le contenu à notre cas particulier. Donc si par exemple, je sais pas, je recherche dans votre cas, ça peut être peut-être des luminaires. Pardon ? Oui, toutes sortes de matériel. Ça peut être, je sais pas, des luminaires. Quand je travaillais dans le paysagisme, il y avait le sujet de ne pas avoir de la lumière qui va vers le ciel, de lutter contre la pollution urbaine, lumineuse. Donc par exemple, ça c'est un sujet de recherche. Mais dans votre cas, vous pouvez peut-être avoir un cas particulier qui est que vous êtes dans telle ville, que vous voulez utiliser que des mâts ou que des projecteurs, je ne sais pas. Ça peut être un cas particulier qui ne sera jamais dans les articles de blog tels quels, en fait. Et l'avantage de l'IA générative, c'est qu'elle va vous donner une réponse qui va être un résumé de ce qu'il faut savoir d'après ses sources, d'après ce qu'elle sait d'autre part, qui va être totalement adapté à votre cas. Et qui va vous éviter aussi la recherche d'aller sur les sites où il y aura de la pub. Dans les sites, souvent, on veut vous vendre finalement. On va tomber sur des sites de fabricants où on veut nous vendre le produit. Donc, on va avoir l'information, mais en même temps, on va avoir un certain nombre de contraintes. Voilà, donc avec l'IA, on va beaucoup plus vite dans ce sens-là. Et au final, quand on veut aller plus loin, du coup, il y a des liens qui vont vers le site pour aller approfondir. Et aussi un autre truc, c'est que l'entrée de la recherche, ça peut être du texte, mais ça peut être aussi, je parle à ChatGPT, ça peut être aussi une image. J'ai vu un luminaire dans un projet, je voudrais quelque chose de similaire. Donc bon, la similarité, elle sera peut-être pas exactement parfaite, mais en tout cas, il aura compris un certain nombre de choses. Je ne sais pas s'il y a un panneau solaire sur le luminaire, il va dire vous cherchez un luminaire avec un panneau solaire. Ça peut être aussi un moyen d'entrer dans une recherche quand on est en déplacement et aussi quand c'est trop difficile à décrire, quoi. Par exemple, le panneau acoustique qui est là sur le mur, peut-être je pourrais le décrire. Ah oui, il y a des petits traits espacés de 5 cm, etc. Mais ça va être un peu flou en mode texte. Une image, elle décrira beaucoup mieux en fait ce que je veux dire. Donc la recherche, pour moi, c'est vraiment le cas d'usage. Personnellement, j'ai remplacé presque 80% de ma recherche et j'utilise quasiment plus que ChatGPT et Perplexity. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Donc Perplexity, c'est vraiment, c'est un peu un enfant. Comme si on avait fait un mix entre Google et ChatGPT. Il est orienté sur la recherche. Il a même imité le système de recherche. Une fois qu'on a cherché quelque chose, il nous propose d'autres choses en relation, etc. Donc on a vraiment une expérience qui ressemble à Google, en fait. Donc ça vaut le coup aussi de voir ce que ça donne Perplexity. Et franchement, c'est très bien.
Après, là, je rentre un peu dans le domaine des images. Donc, parmi vous, qui utilise l'IA pour faire des images? Ok. Donc, un peu moins. En fait, pour les images, donc, il y a différents cas d'usage. Mais c'est vrai que celui qu'on voit le plus à la surface, c'est souvent les images un peu fantaisistes de projets imaginaires faits avec Midjourney, qui sont bien effectivement pour attirer des likes et impressionner. Et aussi, c'est vrai que c'est impressionnant de pouvoir imaginer, je sais pas, un château transparent en glace ou des choses comme ça qu'on pourrait même pas imaginer autrement. Mais dans la vraie vie, ça a ses limites, mais c'est quand même intéressant. C'est-à-dire l'inspiration, recherche d'inspiration, si on guide bien avec des prompts, on peut avoir des idées qui, même si tout n'est pas à apprendre, on peut découvrir des choses intéressantes, des ambiances, etc. Donc on peut le prendre comme un peu une planche de référence. Alors ça va être vraiment extrêmement développé cet après-midi. Oui, d'accord. Avec tous les exemples qu'on va avoir. D'accord, bah, vous verrez plus cet après-midi. Et après, il y a un autre cas d'usage qui est pas toujours très connu. En fait, souvent, la première question qu'on me pose, c'est « mais moi, j'aimerais bien avoir une 3D simplifiée, une 3D avec au trait, tout simplement, ou même un croquis, et pouvoir faire une image à partir de ça. » Et ça, tout le monde n'est pas au courant que c'est possible. Donc, en fait, c'est possible depuis 1 an à peu près. C'est une technologie qui ça s'appelle en fait ControlNet, mais vous n'avez pas besoin de savoir que c'est une technologie, que c'est son nom, mais ça a été utilisé par exemple pour les jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu passer si je veux animer une personne, mais avec une sorte de pantin, où je veux lui faire prendre des positions, la faire danser, etc. Je peux avoir une personne prise en photo et une sorte de pantin où je change la position et elle va changer de manière réaliste. Et ça, c'est un usage de cette techno donc, qui s'appelle ControlNet, mais il y a un autre usage, c'est la détection de bords, en fait. Donc là, on voit que la ligne au trait, en fait, il va repérer les bords, un peu comme un pochoir, en fait. Du coup, il va pouvoir dessiner l'image elle-même, elle vient du prompt, mais il va remplir en quelque sorte mon image de référence. Et donc ça, tous les logiciels ne le font pas. Midjourney, alors d'après ce que je sais, il va commencer à pouvoir le faire. Dans la version, il n'y a même pas une semaine, ils ont sorti une fonctionnalité qui va permettre de le faire. Mais sinon, il y a des logiciels spécialisés dans l'architecture. Il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Render, donc R-E-N-D-A-I-R. Et sinon, il y a Stable Diffusion, qui est un peu le... Stable Diffusion, c'est un outil qui est assez fabuleux, mais qui est à la base de tous les logiciels d'IA, d'images, à part Midjourney, DALL-E, les gros qui peuvent se payer un entraînement d'un modèle qui leur est propre. Tous les autres, ils viennent se baser sur un modèle open source qui est en général Stable Diffusion. Donc on peut utiliser dans un logiciel simplifié, donc comme Render, ou qu'on peut utiliser avec les éditeurs open source qui existent, mais bon, ça met un peu plus de temps à apprendre. Par contre, la souplesse de ce qu'on peut faire est vraiment incroyable. Et tout ça pour dire que voilà, donc on peut faire ce type d'image relativement facilement. Après, le souci, c'est maîtriser tout dans le détail. Là, si on voit l'image, là, la maîtrise du trait, c'est OK. Il met les choses au bon endroit. Mais des fois, c'est plus sur le remplissage, sur quel matériau il met à quel endroit. Vu qu'il y a une combinaison d'images de référence et de texte, en fait, on ne peut pas lui dire alors là, le bois, c'est sur ça. J'aimerais bien pouvoir lui mettre une petite annotation. D'ailleurs, je n'ai pas testé. Peut-être qu'en lui mettant le texte, mais je ne crois pas. En fait, si on lui mettait le texte sur la surface, il va l'interpréter comme un texte en 3D. Et il va faire une petite déco à la Airbnb, je pense. Donc, on a des trucs un peu amusants comme ça. Mais, alors, ça va peut-être changer. Peut-être dans les prochains mois, les prochaines années, on va avoir un moyen de contrôler précisément exactement quel matériau. Mais d'une manière générale, comme toujours avec l'IA, il faut accepter un petit peu pas une dépossession, mais un lâcher-prise pour laisser confiance à l'IA, un petit peu comme si c'était un salarié. Finalement, on ne maîtrise pas tout dans le détail de ce qu'elle va faire, on la juge sur le résultat. Et là, c'est un petit peu pareil, il faut lui laisser ses chances et faire plusieurs tests, par contre. Du coup, si je compare un petit peu les deux manières de faire des images réalistes et des rendus, des perspectives, dans un cas, on fait une 3D très détaillée avec des luminaires, avec des propriétés même techniques du luminaire, etc.
c'est totalement déterministe, mais si on veut un style donné, c'est plus dur, parce qu'au début, ça va être un peu froid. Si on veut avoir, je sais pas, les ombres des feuilles, des choses comme ça va être un peu dur. Avec l'IA, ça va être beaucoup plus facile d'avoir un style donné. Par contre, on aura moins de précision, donc on va devoir faire plus d'essais. Par contre, on va pouvoir... si à un moment je pars sur du bois et tout d'un coup je veux changer d'avis et je veux partir sur de la pierre en matériau de sol par exemple, ce sera très simple. J'aurai juste à changer stone par wood en fait. Et, parce que souvent dans ces outils les prompts sont souvent en anglais. Les IA pour les images parlent moins bien les langues encore. J'ai bientôt fini, oui. Et sinon, un autre cas d'usage sur l'image, c'est j'ai une image. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais souvent on a une image de l'existant et on veut juste dire au client, bah voilà, moi je vais mettre les murs en rouge, je vais enlever la cloison, donc on veut faire une modification ponctuelle. Et là, le point d'entrée, c'est pas une image de référence, c'est la photo de l'existant, dans lequel on va, grâce à un prompt, en définissant des zones, etc. Donc il y a des outils plus ou moins simples. Le plus simple, c'est pour les promoteurs immobiliers. Il y a juste à dire style moderne, style industriel. Mais bon, c'est un peu limité. Et après, suivant les voilà, il y a un certain nombre de logiciels, il faut les tester également. Voilà, donc là, je termine juste par mes formations. Pour moi, il y a 3 grands volets à apprendre, plus un général. Donc un général pour comprendre ce qu'est l'IA, parce que je pense que c'est important, sans rentrer trop dans la technique, mais de savoir comment fonctionnent les LLM, donc les équivalents de ChatGPT, ou les modèles de diffusion, donc tout ce qui est derrière Midjourney, Stable Diffusion, etc. Après, il y a tout ce qui est assistant IA. Bon, pour moi, c'est la base. Il faut partir de là, parce que les images, pour moi, c'est optionnel, c'est bien, mais si on n'utilise pas déjà pour le texte, c'est un peu bizarre. Enfin, on peut, mais tout est possible. Mais voilà. Et la dernière section, c'est la modélisation, les plans, où en fait l'IA, elle vient prolonger tout un développement qui s'est fait depuis 10-15 ans avec l'architecture paramétrique, où on était avec des paramètres. Ok, j'ai un plan d'étage qui est carré avec une hauteur d'étage de 3 mètres, et voilà, automatiquement en changeant les paramètres, ça me crée mon bâtiment. Mais avec l'IA, on va pouvoir aller plus loin, notamment travailler avec des bibliothèques de plans, de ceux qu'on a déjà utilisés, etc. Donc c'est un domaine très passionnant, mais il y a encore des limites. Et voilà, je dirais que c'est en 3 pour cela. Et donc moi, je fais des formations en ligne et des formations en session. Donc j'ai travaillé pour différents instituts de formation cette année. Et également, je vais organiser une session de formation sur Paris le 16 décembre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez la rejoindre et comme ça on ira plus loin. Et sinon, je développe des formations en ligne, donc une sur ChatGPT et une sur l'IA en général. Donc un peu l'équivalent de la formation que je vais donner en décembre, mais en version en ligne où vous pouvez du coup la regarder morceau par morceau, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai déjà fait celle d'une journée et au bout de la journée, les gens sont un peu fatigués d'avoir tous ces outils, toutes ces nouvelles choses. Donc le fait de l'avoir en vidéo, ça peut être pas forcément mauvais. Voilà, si on peut redresser un peu, il y a un petit lien. Alors c'est si vous tapez brk.is, normalement vous avez 4-5 liens, ou sinon vous scannez le QR code. Et là, il y a mes formations, il y a mon site, etc. Et la liste des produits. Pardon. Je peux répondre à vos questions. Moi, j'ai juste une question. En fait, dans tout ce que tu présentes, finalement, c'est beaucoup d'outils qu'on peut utiliser. Et quand on parle intelligence artificielle, enfin du coup intelligence, on se dit finalement la créativité dans nos métiers, on la place où? Est-ce que c'est une créativité de création de prompts? Est-ce que c'est la base de données d'une agence, effectivement, où tout d'un coup il y aurait un caractère particulier qui ressort? Ou au contraire, au final, ou est-ce que c'est un appauvrissement de cette créativité parce qu'on dira à ChatGPT ou à un logiciel que tu veux, tiens, dans un carré de 5 par 10, mets-moi un 2 pièces, un 3 pièces, avec ou sans terrasse, et on aura tout le temps le même plan. Et où est-ce qu'on met le côté un peu personnel, finalement, de cette créativité? En fait, déjà, j'aurais une première réponse, c'est vu que c'est un outil, l'ensemble des autres outils comme Word, je ne sais pas si tu utilises le BIM ou un logiciel de calcul d'éclairage, tu ne vas pas lui demander d'être créatif forcément, ce n'est pas forcément son rôle. Ça, c'est une première approche. Par exemple, si tu lui demandes de créer un compte-rendu de réunion, la créativité, elle n'est pas forcément utile là. Et le deuxième sujet, c'est si tu l'utilises dans un but créatif, donc là on va plus parler des IA qui font des images, les IA qui font des plans par exemple.
Donc pour les IA qui font des images, donc déjà il y a un aspect créatif mais qui est un peu différent, c'est-à-dire que tu vas être plus en tant que directeur artistique entre guillemets, c'est-à-dire que quand tu vas fonctionner à base de prompts, tu vas tester plein de prompts, tu vas avoir tes petits prompts à toi, tu vas avoir des choses que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas. Ça, c'est une première chose. Après, tu peux aussi entraîner certaines IA, donc Stable Diffusion, tu peux l'entraîner avec tes propres images. Du coup, tu peux lui donner un style que personne n'a. Tu peux même utiliser un style dessin. Si tu n'es pas fort en dessin, bah, du coup, tu peux partir d'un truc très réaliste et à l'inverse, faire quelque chose de très artistique. Ça, c'est pour la partie image. Et pour la partie modélisation, moi, je le vois plus comme... déjà, pour l'instant, c'est assez rudimentaire. C'est puissant, mais ce n'est pas très bien intégré avec les logiciels actuels. Donc, du coup, bah, y a encore peu de personnes qui l'utilisent. Mais en gros, pour moi, l'idée, c'est plus de t'aider à améliorer tes plans ou à étudier des options que tu ne pourrais pas étudier à la main. C'est-à-dire, à la main, tu ne vas pas créer 100 versions de ton bâtiment pour voir laquelle est la meilleure. Donc ça ne veut pas dire que tu ne peux pas créer ta version de ton côté, mais ça peut être intéressant de la comparer, par exemple, avec ces 100 versions, ou bien de corriger les endroits qui vraiment t'intéressent pas. Par exemple, tu fais un toilette handicapé, tu fais un toilette rapidement et tu dis, bon, mets-moi ça handicapé. Ça, je pense que... Ou fais-moi le parking, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien faire ça. Donc tu peux aussi la déléguer pour les choses qui sont mécaniques, et du coup, avoir plus de temps pour les choses où tu veux étudier l'espace, etc. À propos, plusieurs fois... tu as mentionné le compte-rendu. Ça m'interroge parce qu'il me semble qu'un compte-rendu, c'est très stratégique quand même. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre en avant, ce qu'on va chanter un peu, etc., c'est très important. Oui. Un compte-rendu, c'est jamais neutre, c'est jamais... Voilà. Oui, mais du coup... Là, il y a de l'intelligence quand même. Oui. Stratégique par rapport à la réunion d'après. Ben, il y a deux parties. Il y a une partie... Par exemple, si tu prends la manière avec l'audio, bah, du coup, tu vas déterminer les points qui sont les plus importants toi-même. Par exemple, ça, c'est une méthode. Mais le travail de partir d'une note papier ou d'un audio pour aller le mettre en texte proprement sans faire de faute d'orthographe, lui, il n'est pas stratégique. Donc, tu peux découper. Il va falloir revenir dessus, c'est ça que je veux dire. Bah oui, il faut revenir dessus. Et plus ce sera long, plus il faudra le relire, mais... J'avais une deuxième question, c'est dans les slides, il y avait l'intelligence artificielle générative. Oui. Du coup, à tes clients, tu conseilles la générative publique ou la générative privée? Et si c'est de la privée, est-ce que ça coûte beaucoup de sous? Quand tu parles privé, c'est que tu peux télécharger sur ton poste et... Non, privé, c'est que ta base de données, c'est la tienne et tu ne la donnes pas à tout le monde. Voilà. Oui, mais la base de données et l'IA, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux... tu parles un petit peu de la manière... Est-ce qu'on va donner nos données privées? Est-ce que c'est dangereux ou pas? En fait, on peut travailler avec des IA en local. Donc, dans les deux domaines, dans les LLM, il y a une IA open source qui s'appelle Llama. Et dans l'image, il y a une IA open source qui s'appelle Stable Diffusion. Donc, dans les deux cas, on peut le télécharger en local. Et ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'Internet, en fait. Donc, pratiquement, on ne donne pas nos données... voilà. Après, pour l'utiliser, on a besoin d'un poste puissant, on a besoin de mettre à jour les IA régulièrement, etc. Donc il y a un certain nombre de contraintes, mais qui ne sont pas impossibles. Donc si c'est vraiment un souci pour vous, faites-le. Après, si ça vous ralentit pour passer l'IA, parce que vous dites je vais passer un jour à installer Stable Diffusion, à racheter un poste, vaut mieux commencer avec les IA publiques dans un premier temps et pas donner forcément des informations trop confidentielles au début. Ouais. Alors, c'est la juriste d'IPO certifiée, experte à la Commission européenne, qui vous parle. Tous les logiciels, en fait, ce sont des logiciels, tous ces sites internet et applications. Quand ils sont gratuits, c'est vous le produit, on est d'accord. La première chose à faire, c'est de créer une adresse email fantôme, c'est-à-dire qu'il soit totalement déconnecté de votre prénom et de votre nom et de votre entreprise. Parce que problème, effectivement, de traçabilité, tous les éléments que vous chargez, même en pièce jointe et dans le prompt, sont conservés par l'application. Modèle américain, les données sont en libre service. Et ça, c'est l'idéologie américaine, elle ne va pas changer, d'accord? Tandis que pour nous, vie privée, valeurs fondamentales, dans l'Union européenne, il nous faudrait le consentement, etc. Par définition, vous utilisez des applications qui reposent sur un modèle économique que nous refusons. Donc, on met tout de suite une barrière, vie privée et protection de notre modèle d'affaires, des données sensibles de l'entreprise.
Parce que sinon, ces éléments-là, bien sûr, personne ne va lire, mais je vous fais un résumé. Politique de confidentialité, règles d'utilisation, ce sont des actifs de OpenAI, etc. D'accord ? Donc, automatiquement, vous alimentez gratuitement les données. Ça a été dit ce matin, il faut toujours plus de données. Et effectivement, plus on utilise des IA génératives qui sont gratuites, plus les données que vous y mettez construisent le modèle économique de l'autre côté de l'Atlantique. D'accord ? Donc, règle numéro 1, on se protège. Et règle numéro 2, on ne met pas de données de l'entreprise. C'est-à-dire ma pièce jointe, ma super pièce jointe que j'ai fait avec Lixi, qui est GDPR compliant. Est-ce que je vais aller la mettre dans le chat GPT ? Bien sûr que non. On travaille sur des formations qui sont des éléments stratégiques de notre développement. Donc je vais utiliser le prompt et la tâche de manière neutre. Et je vais décrire, par exemple, je suis professeur de droit dans une école de l'IA et de la data. Je forme des étudiants issus des STEM au droit de l'intelligence artificielle. Peux-tu me donner ? Et là, je continue mon prompt. Je suis finalement assez neutre. D'accord ? Ça, c'est... Bon, finalement, mettre sa ceinture de sécurité, vous traversez la route, vous faites attention. Les IA génératives, c'est pareil. Réflexe de base. Moi j'irai pas aussi loin, mais c'est vrai que c'est des conseils importants, mais après, on va quand même avoir une limite où plus on veut avoir des meilleurs résultats, plus on a intérêt à donner nos données à l'IA. Donc je pense que soit on est comme moi, où on fait confiance et je préfère perdre moins de temps et être sur les chats GPT publics et pas gérer des installations et tout, soit c'est important pour nous et c'est tout à fait loyable. Et dans ce cas-là, à mon avis, il faut investir dans ces modèles open source qui sont très bons. Hein. Llama est vraiment au niveau des autres, il n'y a pas de... Bon, en gros, il y a un gros travail de tri. Bon, est-ce qu'il y a un commentaire, une question, et après on passe à la session suivante. Alors attends, où est le micro ? La version payante de ChatGPT. Alors ça bouge tout le temps, c'est un petit peu dur de savoir, mais grosso modo, à l'heure actuelle, je crois que la version payante, par exemple ChatGPT Cherche qui vient de sortir là, il y a une semaine, il n'est pas encore accessible pour ceux qui ne payent pas. Il y a la partie, les GPT qui sont des sortes d'assistants dans ChatGPT qui permettent de spécialiser, faire genre un gestionnaire de réunion, une chose comme ça. Il y a la génération d'images, mais ChatGPT et son générateur d'images, c'est pas le meilleur du marché, donc ça, à la limite... c'est pas si utile. Je crois l'audio, je sais pas, à tester. Et surtout, non, le plus bloquant, ça va être le nombre de requêtes. C'est-à-dire qu'on va être très vite bloqué si on paye pas, c'est-à-dire si on utilise intensément. Et dans ce cas-là, soit vous payez, soit une autre stratégie, ça peut être de tester 2-3, par exemple Claude en deuxième, et ce qui nous fait une culture de la différence entre les LLM, en fait. C'est bon. Ah. Ouais, je suis pas. J'ai pas fait une veille spécifique là-dessus. Je sais que par exemple, il y a des logiciels comme Spatio. Spatio, c'est un logiciel pour créer des esquisses de projet très rapidement et qui intègre la performance. On peut calculer par exemple la lumière naturelle, des choses comme ça. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils prennent en compte la lumière artificielle aussi, mais voilà. Sinon, j'ai pas plus d'éléments. Mais quel cas d'usage serait un cas d'usage lumière type qui manque actuellement, qui n'est pas possible? Non, il n'y a pas. T'as rien en tête? Ça pourrait être l'optimisation du placement des luminaires, par exemple, pour réduire la consommation énergétique, peut-être, je sais pas, des choses comme ça. Ouais. Ouais. J'ai pas vu, mais peut-être les fabricants qui vont nous présenter des choses, je sais pas. Ça veut dire quoi, un projet? Le texte qu'il décrit? Mais l'image, le texte? Ah, l'image. Je pense que pratiquement, c'est pas possible de savoir parce que la conception d'un bâtiment, c'est tellement long, tellement complexe
que même si à un moment il y a une image qui a été générée avec l'IA, après elle va être réinterprétée, le constructeur il va vraiment faire des choses, etc. Donc au final c'est une combinaison. C'est comme est-ce qu'un projet a utilisé le BIM? Je ne sais pas si on peut le savoir si on n'est pas au courant de... C'est pareil quoi. En fait c'est une méthode de production, mais au final le résultat reste un bâtiment en fait. Et est-ce que ChatGPT peut reconnaître un texte qu'il a rédigé il y a 6 mois? Alors ChatGPT non, mais par contre il y a pas mal de détecteurs d'IA, notamment. Alors moi j'en suis un qui s'appelle Lucide, qui est un détecteur qui apparemment ils le vendent bien pour les écoles, les universités, pour détecter les devoirs faits avec l'IA. Et voilà, et il va avoir une loi internationale qui va peut-être imposer pour les images et pour les textes, on appelle ça mettre une sorte de marque invisible qui va permettre d'authentifier le créateur du texte pour lutter contre les fake news. Ça, c'est en train de sortir aux États-Unis et en Europe, donc je pense que ça devrait venir. On parlera de ça tout à l'heure. Bon, peut-être qu'on peut passer à la session suivante si vous voulez bien. Tu restes là, oui. Sébastien. Donc Sébastien, merci. Il sera disponible pour toutes vos merveilleuses questions. Merci beaucoup.